Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Aujourd'hui, on va reparler d'un régime qui est le régime cétogène, dont on peut parler d'ailleurs presque indéfiniment, tellement il y a de choses à dire, et qui est un régime qui est à la mode depuis pas mal d'années déjà, alors même si ça fait que quelques années, on va dire 3-4 ans, qu'on en parle autant, et a fortiori ces 2 dernières années. Ce régime est à la mode, non sans raison, c'est pas juste un régime à la mode, c'est un peu plus que ça quand même. Et effectivement, il a un certain nombre de vertus médicales, alors pas seulement, mais notamment des vertus médicales. Et on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de diabètes ou autres peuvent être renversés, au moins en partie, avec un régime cétogène. Et les vertus de ce régime cétogène sont en partie liées justement à un phénomène qui va activer, qui s'appelle la cétogénèse, d'où son nom de régime cétogène. Si ces thématiques et si ces conseils vous intéressent, eh bien, abonnez-vous à nos emails des secrets de Sequoia Santé. Et vous trouverez le lien dans la description, ce qui vous permettra du coup chaque semaine de recevoir tous ces conseils. La cétogénèse, c'est une utilisation particulière des graisses, on va y revenir, et puis je vous renvoie sur un podcast qu'on a fait où on parle de la cétogénèse en bref. Cela dit, il faut nuancer quand même un petit peu, ce régime cétogène n'est pas magique, il est très intéressant, mais il peut être fait d'une part avec de mauvais ingrédients, de mauvais aliments, et donc finalement être toxique indépendamment de la cétogénèse, et deuxièmement, c'est pas parce qu'il stimule la cétogénèse qu'il en stimule tous les bienfaits. On parle dans un podcast précédent sur lequel je vous renvoie de la cétogénèse liée à l'alimentation alimentaire, donc c'est une cétogénèse d'apport, comme on l'appelle chez Sequoia Santé, et une cétogénèse de jeûne, qui est donc une cétogénèse de déstockage selon notre façon d'envisager un peu les choses, apport versus déstockage. Et en fait, quand on est dans le déstockage, eh bien, certes, il y a de la cétogénèse, mais pas seulement, il y a d'autres vertus qui sont en fait non pas forcément liées à la cétogénèse, mais qui sont liées au jeûne. Et on vous a parlé d'ailleurs précédemment des vertus du jeûne, et on pourra y revenir à l'avenir si ce sujet vous intéresse. Mais en ce qui concerne ce régime cétogène, eh bien, il y a différentes façons de le pratiquer. On le pratique de façon traditionnellement plutôt flexitarienne. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le régime flexitarien, on vous renvoie sur une vidéo qu'on a faite à ce sujet, c'est-à-dire en gros avec une base plutôt végétale et avec un certain nombre de produits animaux. Et puis 2 courants ont émergé dans ce régime cétogène. Alors, il y a toujours des flexitariens qui peuvent pratiquer un régime donc céto-flexitarien, et il y a chez les cétos des gens qui ont voulu prendre une approche végétarienne, voire végane, et puis d'autres qui ont voulu prendre une approche opposée, qui est une approche carnivore. Ce régime carnivore est de plus en plus à la mode. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tous les carnivores sont passés par la case cétogène avant, mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui sont passés par la case cétogène, et voire même qui sont passés, même avant, par une case végétarienne. C'est assez fréquent en fait. Concernant le régime carnivore, on vous avait parlé dans un podcast précédent des intérêts et des limites du régime carnivore, et là aujourd'hui on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir un peu quelles interactions il peut y avoir entre le régime cétogène et le régime carnivore, et si finalement le régime carnivore peut dégommer ou abîmer, diminuer une cétogénèse. En tout cas, c'est ce que reprochent certains adeptes du régime cétogène en disant attention, vous parlez de carnivore cétogène ou de kéto-carnivore, mais c'est pas forcément cétogène, vous vous trompez. Bref, si on se place dans le référentiel d'un régime cétogène pour regarder les bénéfices, les vertus, eh bien, ta mission, Victor, aujourd'hui, c'est de nous faire quelques précisions pour justement savoir dans quelle mesure un régime carnivore peut casser la cétogénèse et donc peut venir amoindrir, neutraliser les effets bénéfiques d'un régime cétogène. Et le cas échéant, quelles sont les précautions à prendre? Allez, Victor, si tu es OK, on y va. Super, on y va. Alors, pour commencer, même si on en parle de façon plus détaillée dans un podcast, qu'on vous invite à consulter si ce n'est pas déjà fait, Victor, est-ce que tu peux nous rappeler les grands principes du régime cétogène? Très bien. Alors, tout d'abord, il y a 2 types de régime cétogène. Il y a le régime cétogène d'apport et le régime cétogène de déstockage. Le régime cétogène d'apport implique de consommer une grande partie de ses nutriments sous forme de lipides. C'est ce qu'on appelle aussi le régime low carb, high fat, middle prot, pour faible en hydrate de carbone, donc en glucides, élevé en lipides et moyen en protéines. Dans le cas de ce régime, la sécrétion d'insuline sera très basse, car l'ingestion de lipides ou de graisses ne déclenche pas la sécrétion d'insuline. Et quand l'insuline est basse,
l'organisme privilégie la consommation des lipides. Et donc ce qui va se passer dans ce régime, c'est que l'on va consommer beaucoup de graisse et que l'organisme va consommer lui aussi beaucoup de graisse. Donc en fait, il va consommer en quelque sorte ce qu'on lui apporte. Et donc au cours de ce régime, pour consommer toutes ces graisses, l'organisme va mettre en route la cétogénèse qui transforme les graisses en corps cétoniques. Voilà, c'est pour ça que l'on appelle ça une cétogénèse d'apport, parce que c'est une cétogénèse qui est déclenchée par l'apport de lipides dans l'alimentation. Ensuite, on a le régime cétogène de déstockage. Alors lui, il est déclenché par le jeûne, intermittent ou prolongé. Lorsqu'on est à jeun, la sécrétion d'insuline diminue progressivement. Et plus cette sécrétion d'insuline diminue, plus cela indique à l'organisme qu'il doit consommer des graisses. Et lorsqu'on est dans une cétogénèse de déstockage, ça veut dire qu'il n'y a pas de graisses qui sont apportées dans l'alimentation parce qu'on est à jeun, donc la graisse qui va être consommée vient des réserves graisseuses de l'organisme. Donc on a bien un déstockage des réserves graisseuses, d'où l'appellation cétogénèse de déstockage. Ouais, c'est là qu'on perd du bide, quoi. C'est là qu'on crame la graisse, pour parler clair, qu'on a, alors certes un peu dans les hanches, dans les fesses, mais souvent au niveau du ventre. Alors dans la suite, si tu veux bien, on va peut-être pas reparler du régime cétogène de déstockage, parce que c'est vrai que dans le langage courant, quand on parle de régime cétogène maintenant, c'est vrai que globalement, dans ce qu'on peut trouver, les gens entendent surtout une cétogénèse d'apport. Et donc, quand je vais te parler là de régime cétogène, ou toi, lorsque tu parleras de régime cétogène, on va se concentrer sur le régime cétogène d'apport, si tu veux bien. Très bien. Est-ce que maintenant, tu peux nous faire un petit rappel sur le régime carnivore ? Alors déjà, le régime carnivore, on constate qu'il y a quand même une grande hétérogénéité des pratiques. Tout d'abord, il y a les carnivores qui mangent plutôt des viandes grasses et des carnivores plutôt des viandes maigres. On peut aussi retrouver cette dichotomie avec des carnivores qui mangeraient plutôt du muscle et d'autres plutôt des abats. On a aussi des carnivores stricts et des carniflex, c'est-à-dire des gens qui ont une alimentation à prédominance carnivore mais qui mangent aussi d'autres aliments à côté, comme des végétaux par exemple. Et puis on a aussi la consommation à côté de produits laitiers, d'œufs, plus ou moins de féculents, etc. Alors si on sait que le muscle est globalement maigre, les abats, eux, ne sont pas toujours si gras que ça. On a l'exemple du foie de bœuf ou foie de génisse qui contient jusqu'à 28% de protéines et seulement 5% de lipides. Voilà, donc on voit bien qu'en fonction du régime carnivore que l'on adopte, la quantité de lipides qui va être ingérée peut être très différente d'un carnivore à un autre. Très bien, très bien. Et comme les lipides, les graisses ont tendance sont même des gros déclencheurs de la satiété, c'est-à-dire cette sensation de plus faim, j'en peux plus, je suis full, je peux plus manger, je vais vomir, sinon, évidemment, plus on va manger gras et moins on va manger peut-être en quantité ou moins on va manger de protéines. Et c'est ce que j'aimerais qu'on aborde. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les mécanismes, les raisons, les facteurs qui peuvent potentiellement bloquer, inhiber, comme on dit, la cétogénèse quand on est dans un régime carnivore? Bon, dans un régime carnivore strict, on va dire que ce n'est pas les glucides qui viennent casser la cétogénèse, parce qu'en fait, virtuellement, il n'y a quasiment aucun glucide dans la viande. Alors certes, il y a un petit peu de glycogène musculaire, ce qui représente des quantités minimes, mais en fait, on a des phénomènes de glycolyse anaérobie de ce glycogène après l'abattage de la bête, qui va produire essentiellement du lactate. Donc bon, on se retrouve avec un produit qui est très très faible en glucides. Donc c'est pas ça qui casse la cétogénèse. Ce qui va casser la cétogénèse, en fait, c'est la présence de protéines, et notamment le rapport entre graisse sur protéines. Par exemple, un régime carnivore fait de pièces de viande maigres va représenter un apport très important de protéines avec un apport en lipides assez faible en fait. Et en fait, ces protéines, elles entraînent quand même une sécrétion d'insuline et une partie de ces protéines va être transformée en glucose par l'organisme. Et là, entre la sécrétion d'insuline et la production de glucose, la cétogénèse, elle est complètement morte. Par ailleurs, il y a d'autres produits très insulinogènes en tant que tels, et notamment les produits laitiers. Donc on vous renvoie vers un podcast qu'on a fait sur les produits laitiers si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et d'ailleurs, c'est pas très étonnant, parce qu'on sait que les produits laitiers, c'est des produits de croissance faits pour la bête quand elle est jeune. Et donc ce produit entraîne une forte sécrétion d'insuline qui est elle-même une hormone de croissance, et en particulier croissance du tissu graisseux, c'est-à-dire la graisse corporelle en fait, donc les bourrelets, les poignées d'amour, le gras sur le ventre, etc.
Et oui, on oublie quand même des fois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, que l'homme est un mammifère, n'est-ce pas? Et que donc à ce titre, il y a une période difficile au début de la vie où il faut vraiment pouvoir anaboliser, comme on dit, et avoir de bonnes ressources d'énergie. Et donc, c'est ce qu'on explique notamment dans ce podcast hein, sur les produits laitiers où on vous renvoie. Mais donc, il y a un effet à la fois morphinique qui apaise, il y a un effet addictif hein, des produits laitiers, il y a cet effet insulinogène. Et l'insuline, hein, donc comme tu l'as rappelé, bah, c'est une hormone qui a un rôle dans la croissance. Alors, quand on est petit, c'est la croissance plutôt comme ça, plutôt verticale. Puis bon, quand on est grand, bah, évidemment, hein, vous comme nous, probablement, vous avez passé l'âge de grandir. Donc du coup, on grandit autrement, on grandit plutôt en horizontal au niveau du ventre et des fesses, quoi. Voilà, hein, pour être clair. Alors, donc, si je résume, à ce stade-là, on est plutôt donc, sur la teneur en protéines et plus particulièrement, en fait, la quantité totale de protéines mangées par jour. Les protéines sont très importantes pour maintenir la masse musculaire. Hein. Attention, on a tendance parfois à en manquer, mais au sein des pratiquants du régime carnivore, c'est loin d'être aussi évident et ça peut être donc une raison d'échec du régime cétogène et potentiellement d'une perte de poids qui peut être recherchée. Même si le jeûne est certainement plus efficace à ce niveau-là. Soit, en ce qui concerne des comportements associés vraiment au rapport graisse sur protéines, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns qui pourraient aider ou au contraire pénaliser le fait de rester en cétogénèse? On peut commencer par le quand manger. Donc, lors d'un régime carnivore, la pratique concomitante d'un jeûne intermittent est en fait très importante. Ça va en plus entraîner une cétogénèse de déstockage, en plus d'une possible cétogénèse d'apport si la viande est grasse. Ensuite, il y a la pratique d'un régime carnivore nose to tail. En fait, le nose to tail, ça veut dire qu'on mange toutes les parties de la bête. Et donc, ça implique les abats et les pièces qui sont grasses, qui d'habitude sont retirées des boucheries, parce que maintenant, la viande sexy à vendre, c'est la viande très maigre et c'est celle qui est la plus demandée. Donc le nose to tail, en fait, c'est un retour à la consommation de toutes les parties de la bête, y compris les parties grasses et les abats. Et puis ensuite, il y a d'autres facteurs externes qui peuvent venir contrer la cétogénèse, notamment via la voie du cortisol, qui est l'hormone de stress et qui est une hormone qui peut lutter contre la cétogénèse. Donc là, ici, on parle bien entendu du manque de sommeil. Une forte sédentarité avec des positions assises prolongées ou allongées prolongées vient supprimer une grande partie du métabolisme de base, qui est dû en fait au tonus des muscles. Et en fait, lors de cette sédentarité, le métabolisme normal ne se fait plus correctement, on a moins d'élimination de tous les nutriments qu'il y a dans le sang, on n'a plus de consommation du glucose sanguin et d'éventuels lipides sanguins et corps cétonique. Et donc cette sédentarité, elle va venir empêcher l'entrée en cétogénèse. Par ailleurs, la viande est un aliment très riche et même probablement l'aliment le plus riche pour Homo sapiens. Et donc, ce n'est pas un produit fait pour être consommé plusieurs fois par jour. Et chez Sequoia Santé, on a tendance à penser qu'un régime carnivore bien mené implique un jeûne intermittent, pour être clair, un régime en OMAD, ou OMAD qui veut dire one meal a day. Donc en fait, c'est un repas par jour carné. Et bon, là-dessus, on n'a pas de données très claires sur l'histoire d'Homo sapiens, sur le rythme de ses repas, il y a 100 000 ans ou 200 000 ans. Bon, on sait par exemple que dans la Rome antique, par exemple, manger plus d'une fois par jour était considéré comme de la gloutonnerie. Après, on imagine très bien qu'à la préhistoire, on n'avait pas un petit déjeuner, un frigo et des repas quand on voulait. En fait, il fallait aller chasser et ramener à manger. Et puis, probablement que le repas était préparé quand la bête était ramenée de la chasse et qu'il y avait un repas avec toute la tribu à ce moment-là, une fois que la bête était cuite. On a tendance à penser que le rythme de un repas par jour, c'est probablement ce qui a été pratiqué le plus longtemps par Homo sapiens. Je reprécise juste nose to tail, donc c'est l'appellation anglo-saxonne pour dire du nez jusqu'à la queue. Hein, c'est l'expression consacrée pour dire qu'on mange la bête entière. Pour mémoire, dans un certain nombre de tribus, même des tribus très modernes, hein, qui sont restées relativement un état relativement sauvage, qui ont été peu pollués, ou en tout cas jusqu'à ces dernières décennies, par nos civilisations riches en glucides, en alcool, etc., parmi lesquels les Inuits, bien entendu, mais pas seulement, le
le muscle, hein, comme on a tendance à le répéter chez Sequoia Santé, donc le steak, le faux filet, le rump steak, etc., était donné aux chiens. Et ça surprend toujours, mais oui, parce qu'en fait, notre métabolisme est en ce sens différent, que le nôtre est beaucoup plus axé sur la cétogénèse, qui est beaucoup moins vrai chez le chien, qui utilise un métabolisme très légèrement différent. Et donc, en réalité, nous, on mangeait les parties les plus grasses et les abats en premier. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Ce n'est pas seulement une question de mode ou pas mode, c'est voilà, une cohérence par rapport à cette sélection naturelle qui nous a sélectionnés en tant que mangeurs d'abats, en tant que mangeurs d'organes, donc bien plus que mangeurs de muscles, même si certains ont tendance à l'oublier aujourd'hui. Donc on a bien compris qu'il ne faut pas faire X repas par jour, du moins pas tous les jours. Alors, un par jour, parfait, 2, probablement sans problème non plus. Donc on commence par enlever ce petit déjeuner, hein, ce fameux petit déjeuner, qui est d'ailleurs une escroquerie, comme on le rappelle dans une vidéo. En dehors de ce conseil, Victor, quels autres conseils pratiques tu peux nous donner pour maximiser la cétogénèse quand on veut suivre un régime carnivore? Tout d'abord, pratiquer un régime carnivore nose to tail, hein, comme on en a parlé. Donc c'est-à-dire manger les abats et aussi les pièces grasses. Ensuite, on garde le gras de la bête pour cuisiner. Hein, c'est une graisse qui est très bonne, qui résiste mieux à la cuisson que les huiles végétales. Alors quand même, attention à la cuisson, hein, si on monte très très haut, on finit quand même par dégrader cette graisse. Mais n'empêche que pour la plupart des cuissons à température normale, c'est une graisse qui se tient beaucoup mieux et qui est très bénéfique. Et donc qui permet aussi d'augmenter les apports en lipides pour rester en cétogénèse. Ensuite, si besoin, et si on n'a pas une activité physique qui est très importante, et qu'un régime qui serait 100% carnivore, ça ferait peut-être un petit peu trop niveau énergétique, on peut éventuellement ajouter des végétaux non toxiques en complément, comme des salades, des tomates. En fait, voilà, c'est des végétaux qui contiennent très peu ou pas de glucides. Donc globalement, ça va augmenter le volume du repas, mais sans le rendre forcément plus riche. Ensuite, comme on l'a dit, surtout si c'est un régime qui est très carnivore, voire carnivore exclusif, la pratique d'un jeûne intermittent, hein, comme on l'a vu, la viande, c'est un aliment qui est très riche, donc on ne va pas manger de la viande plusieurs fois par jour. Et puis ensuite, pour une bonne cétogénèse, comme on l'a dit avant, eh bien, faire attention à l'hygiène de vie, donc dormir suffisamment et éviter la sédentarité. Très bien, très bien. C'est des conseils qui reviennent souvent, hein. Et oui, c'est des conseils vraiment à la base de notre santé. Et de notre bien-être, hein, d'ailleurs. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Je fais juste une remarque avant de conclure sur la cuisson des graisses animales. Il y a une mode qu'on peut voir là, actuellement sur un certain nombre de réseaux sociaux ou ailleurs, qui consiste à utiliser des grilles. Alors on peut reproduire ça à la poêle ou au four, hein, mais des grilles un peu magiques qui permettent, voilà, on met la viande, c'est tout prêt tout seul au bout d'un quart d'heure, etc. Faire très attention, parce qu'en fait, pendant ce temps-là, il y a une cuisson qui souvent est relativement importante. Donc la viande grillée, alors attention, pas carbonisée bien évidemment, une viande simplement un peu grillée, c'est très très agréable. Et puis la graisse, c'est sûr que quand elle est grillée, elle est bien plus agréable que quand elle n'est pas grillée. Néanmoins, il faut avoir en tête quand même que plus on grille la graisse, plus elle diminue, plus elle s'évapore en fait. Et on peut le montrer très facilement, hein, si vous mettez autour un support qui peut être taché par de la graisse, vous verrez qu'en fait la graisse a été vaporisée. Et une autre façon de vous en rendre compte, c'est de couper la graisse et faire de l'expérience. Vous coupez la graisse de la viande, vous la mettez à griller comme si vous mettiez la viande, le morceau de viande entier, et vous pesez à la sortie ce qu'il en reste, et vous verrez. Et donc le reste, évidemment, a été vaporisé. Donc là, vous avez une potentielle perte importante. Donc vous trouvez le juste équilibre entre bien grillé et pas grillé. Bon, merci Victor. Je vais essayer de résumer un peu tout ce que tu nous as dit. Premier point, si vous êtes un adepte, un pratiquant, un défenseur, que sais-je, du régime cétogène, méfiez-vous d'un régime carnivore qui ne serait pas bien formulé. Donc, régime carnivore en régime cétogène, pas de problème, mais il y a un certain nombre de précautions à prendre. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut se remettre à un régime flexitarien pour autant, hein, qu'on fait notre vidéo sur un régime flexitarien avec cette épouvantable pyramide alimentaire pleine de glucides. On peut d'ailleurs tout à fait adopter un régime carnivore en tant que tel, et en se moquant parfaitement du régime cétogène, hein. Il y a des gens pour qui le régime cétogène n'a pas d'importance et qui veulent simplement un régime carnivore. Mais ce n'était pas l'objet de cette vidéo, mais bien sûr qu'il faut garder ça en tête, bien évidemment.
Donc il y a ces raisons-là. En revanche, si on veut adopter un régime carnivore pour rester ou en même temps adopter un régime cétogène, c'est là qu'il y a des précautions à prendre. Et globalement, on en revient, outre le fait de pratiquer un jeûne intermittent et de faire attention à l'hygiène de vie, eh bien, au niveau alimentaire, de privilégier les choses, les pièces grasses, très grasses même, avec, donc si possible, un poids égal de graisse et de protéines. Donc dans la pratique, ça se traduit par des pièces très très blanches en termes de gras visuellement, de conserver un peu ces graisses à la cuisson et de manger, si possible, nose to tail, sachant que le bouillon d'os, par exemple, il y a des vidéos qu'on a faites là-dessus, permettent justement d'équilibrer un peu ce repas en quelque sorte, en pondérant les apports. L'autre solution consisterait à être plutôt carniflex, c'est-à-dire carnivore mais flexible, pas carnivore strict, et donc d'incorporer des végétaux non toxiques comme la salade qui eux-mêmes peuvent supporter des graisses. Par exemple, une salade, vous feriez une sauce particulièrement riche en huile d'olive, eh bien à ce moment-là, ça vous fait une bonne raison et c'est une bonne façon de maximiser les apports en graisse et donc du coup d'avoir une meilleure balance entre les graisses et les protéines. Alors bien sûr, il y a d'autres astuces qui sont des petits plus, attention, qui ne remplacent pas ce qu'on vient de dire, c'est en plus et c'est intéressant, ça peut être l'exposition au froid, ça peut être le sommeil, voilà, ça peut être aussi des sports explosifs, bref, il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent vous aider à parfaire, à maintenir correctement cette cétogénèse. Bon, merci Victor. Merci Boris. Si ces thématiques et si ces conseils vous intéressent, eh bien abonnez-vous à nos emails des secrets de Sequoia Santé. Et vous trouverez le lien dans la description, ce qui vous permettra du coup chaque semaine de recevoir tous ces conseils. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. En attendant, rendez-vous sur notre site sequoiasanté.com et jetez un œil aux formations qu'on propose. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.